Peu après 9 h du matin, les Marines débarquent sur les plages du sud-ouest d'Iwo Jima. Un silence de mort accueille les unités de pointe. Le bombardement aurait-il eu raison de la garnison japonaise? Non, un ouragan de mitraille se déclenche soudainement. Le commandant japonais, le général Tadamichi Kuribayashi, a demandé à ses 22 000 hommes de s'embusquer pour n'ouvrir le feu qu'en étant sûr de faire mouche. Les tirs partent de tous les côtés. Les soldats japonais sont cachés dans un réseau de tunnels, de grottes et bunkers. C'est un carnage. Pourtant, équipés de lance-flammes, des escouades parviennent à progresser dans cet enfer. En fin de journée, une tête de pont est solidement établie. Avec l'aide de l'artillerie navale, les hommes entament l'ascension du volcan qui domine l'île de ses 170 mètres. Il est particulièrement bien défendu. Il faudra 3 jours aux Marines pour atteindre le sommet. Ils doivent d'abord réduire au silence les positions camouflées dans la roche. Durant l'escalade, ils sont constamment soutenus par les tirs de barrage de l'aviation et de la marine. Le 23 février 1945, une patrouille commandée par le lieutenant Harold Schreier lance le dernier assaut. Les hommes ont emporté un petit drapeau américain dans leur pactage. Ils atteignent le sommet et hissent la bannière étoilée en haut d'un mât improvisé. Le sergent Louis Lowey, photographe du corps des Marines, réalise une série de clichés. Soudain, sur les plages en contrebas, résonnent les cris de liesse des soldats. Certains s'effondrent en larmes. Dans la baie, les cornes de brume des navires retentissent. Trois heures plus tard, l'événement est mis en scène avec un drapeau beaucoup plus grand. L'instant est immortalisé par le photographe Joe Rosenthal. Le cliché va faire le tour du monde. Il restera comme l'une des images chocs de cette guerre. Mais la bataille d'Iwo Jima est loin d'être terminée. Le reste de l'île est toujours aux mains des Japonais. Le jour suivant, les Marines s'emparent de l'un de ses principaux aérodromes. Mais Kuribayashi a demandé à ses hommes de tuer au moins 10 ennemis avant de mourir sur place. C'est un devoir sacré. Chaque assaut, chaque offensive, chaque échauffourée se conclut dans un bain de sang. Certaines zones de combat portent des surnoms révélateurs comme The Meat Grinder, le hachoir à viande. Il faut 2 semaines de plus pour conquérir les 2 derniers terrains d'aviation.
Les combats se poursuivent, mais cette fois l'US Air Force peut se servir des installations de l'île. De la fin du printemps à l'été 1945, plus de 2500 bombardiers endommagés s'y poseront en urgence, sauvant ainsi la vie de leurs équipages. À la fin du mois de mars, après 6 semaines d'une bataille féroce, le dernier bastion japonais est enfin capturé. Triste victoire que celle d'Iwo Jima. Sur les 22 000 soldats de la garnison japonaise, les Américains ne feront qu'un millier de prisonniers. 7 000 marines sont morts, 18 000 ont été blessés. Le quart des médailles d'honneur accordées aux Marines pendant la Seconde Guerre mondiale le sera pour l'invasion de cette île perdue du Pacifique. Les Américains ont enfin la base arrière dont ils avaient absolument besoin. Mais le coût faramineux de cette conquête laisse perplexe. Si les Japonais sont capables de se sacrifier pour un atoll, que se passera-t-il lors de l'invasion de leur mère patrie ? S'ils ne veulent pas envahir l'archipel nippon, les stratèges américains n'ont qu'une alternative: les bombardements stratégiques. Pour ôter à l'Empire du Soleil Levant toute capacité de poursuivre la guerre, les Américains doivent lancer des flottes de bombardiers à l'assaut de ces infrastructures économiques. Pendant longtemps, l'application de cette tactique pour le moins radicale était impossible. Aucun bombardier ne possédait l'autonomie nécessaire pour atteindre l'archipel et en revenir. En avril 1942, quelques mois après l'attaque sur Pearl Harbor, l'US Navy avait tout de même réussi à lancer un raid de représailles sur Tokyo. Mais cette opération très risquée n'avait pas pu être renouvelée. Les généraux américains se trouvaient dans une impasse. Début 1944, les usines Boeing lançaient la production d'un bombardier lourd révolutionnaire, le B-29 Super Fortress. Il pouvait transporter près de 10 000 kilos de bombes sur plus de 5 000 kilomètres. Désormais, l'archipel était à la portée des bases américaines les plus avancées dans le Pacifique. Tokyo était enfin accessible. Durant l'été 1944, 9 mois avant le débarquement à Iwo Jima, les Super Fortress stationnés sur la base de Chengdu, au sud-ouest de la Chine, avaient entamé une série de raids sur le Japon. Mais les appareils devaient effectuer ces bombardements sans escorte, car aucun chasseur n'avait assez d'autonomie pour un si long voyage. Pour leur sécurité, les escadrilles étaient également obligées de voler à haute altitude. De plus, leur autonomie était tout juste suffisante pour accomplir l'aller-retour, et les pilotes n'étaient pas à l'abri de certaines erreurs de navigation. Bon nombre de projectiles rataient leur cible. En juillet 1944, la progression des troupes avait complètement changé la donne. Les Marines étaient parvenus à conquérir les îles Mariannes, situées dans le centre du Pacifique, à seulement 2400 km de l'archipel nippon. Les superforteresses se trouvaient à distance idéale pour opérer. Les campagnes de bombardement reprenaient quelques mois plus tard. Le 24 novembre 1944, 100 B-29 décollaient des Mariannes avec pour objectif les usines aéronautiques de Nakajima.
Mais moins d'une cinquantaine de bombes avaient atteint leur cible. Les Américains s'étaient obstinés et avaient multiplié les attaques contre les sites industriels nippons. Mais les superforteresses volaient trop haut pour pouvoir atteindre leurs objectifs avec précision. Le sol restait invisible derrière les nuages et les vents d'altitude déviaient les bombes. Tout largage de précision demeurait impossible. Pour ne rien arranger, les B-29 souffraient de nombreux problèmes techniques. Pire encore, ils étaient la proie des pilotes kamikazes.